Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être en ligne ce soir pour cette mini-conférence, cet échange à propos de la note que vient de publier la chaire Gouvernance et Régulation de l'Université Paris-Dauphine PSL à propos des plateformes de travail. Cette note a été rédigée par Joséphine Hurstel. Joséphine est actuellement rapporteuse au Conseil national du numérique et elle a un double diplôme, un diplôme de Sciences Po et un diplôme de Dauphine, où elle a suivi l'année dernière le master Industrie de réseau et économie numérique, cadre dans lequel elle a fait ce travail sur les plateformes de travail. Mais elle a aussi travaillé dans le cadre du Conseil national du numérique sur le dossier. Deux mots sur le master IREM, puisque c'est un master qui a la particularité d'associer l'Université Paris-Dauphine et quatre autres établissements d'enseignement supérieur, à savoir Télécom Paris Tech, l'école Polytechnique, Centrale Supélec et l'Université Paris-Saclay. Donc Joséphine a travaillé sur cette note, enfin sur des plateformes l'année dernière, et on a pensé que son travail était suffisamment digne d'intérêt pour pouvoir être diffusé de manière large à travers cette note de la chaire Gouvernance et Régulation. Et ce soir, pour discuter des conclusions de Joséphine Hurstel, nous avons le plaisir et l'avantage de recevoir Maître Olivier Itéanu. Olivier Itéanu est un des précurseurs, en tous les cas parmi les praticiens du droit du numérique en France. Il a fondé il y a maintenant de nombreuses années un cabinet spécialisé sur les questions numériques. Il a été aussi un des animateurs au début des années 2000, à la fin des années 90, de la communauté française qui se construisait à l'époque autour de l'Internet et de la réflexion autour des opportunités qu'offrait l'Internet. Et donc on a pensé que l'expérience d'Olivier, à la fois son expérience professionnelle passée et courante autour du numérique, et puis sa vision assez large des enjeux sociétaux autour du numérique était particulièrement intéressant pour aborder les questions qui sont abordées dans la note de Joséphine, qui portent en fait sur la manière dont les plateformes interrogent la régulation, à la fois la régulation du travail, le droit du travail, et puis la régulation des plateformes en général, avec notamment la question des plateformes et des algorithmes. Voilà, donc je vais simplement ce soir passer la parole à nos deux intervenants pour qu'ils nous présentent en fait leur réflexion autour de cette question. Joséphine, the floor is yours. Les plateformes sont des entités qui mettent en relation plusieurs faces d'un même marché qui, en l'absence de ce tiers, ont des difficultés à se coordonner. On parle de marché multiface. Plus spécifiquement, les plateformes de travail fournissent ce même service de mise en relation, mais pour des offreurs et des demandeurs de travail. Ça concerne par exemple la livraison de repas à domicile ou le transport de personnes d'un point A à un point B. Autre spécificité notable, pour assurer ce service de mise en relation, les plateformes ont recours à des outils algorithmiques qu'elles définissent unilatéralement sur la base des données collectées auprès de leurs utilisateurs. Les deux en un sens. Statutairement, aujourd'hui, la majorité des travailleurs des plateformes sont indépendants, le plus souvent en France sous le statut de micro-entrepreneur. Cependant, dans les faits, la jurisprudence française et celle de nos voisins européens tend à montrer l'existence d'un lien de subordination qui justifierait la requalification de certains travailleurs des plateformes en salariés. Ces jurisprudences se font de plus en plus nombreuses et ont poussé certains pays, comme l'Espagne ou le Royaume-Uni, à trancher au niveau national le statut de certains travailleurs des plateformes qui vont devenir en Espagne salariés pour les livreurs et au Royaume-Uni workers, l'équivalent d'un tiers statut, pour les chauffeurs VTC.
Il est à noter que les plateformes de travail sont nombreuses et leurs modèles économiques divers. Il est donc impossible d'apporter une réponse unique au statut de l'ensemble de ces travailleurs. La question du statut des travailleurs des plateformes doit être posée de manière fine, en particulier secteur par secteur. Les algorithmes font effectivement partie des principaux déterminants des conditions de travail sur les plateformes. Or, ils sont aujourd'hui déterminés unilatéralement par ces dernières, avec des effets parfois délétères sur les travailleurs, notamment en termes de santé et de sécurité. Il est donc souhaitable, à mon sens, d'intervenir à deux niveaux. Premièrement, au niveau de chaque plateforme, la lisibilité et la transparence des algorithmes doivent faire partie des objets imposés de la négociation collective afin d'impliquer les travailleurs dans la définition de ces outils. Ensuite, au niveau national, il faut poser un cadre général pour encadrer les marges de manœuvre numériques des entreprises et compléter les textes existants. Par exemple, le RGPD s'applique aujourd'hui mal aux relations de travail et ne concerne que les données à caractère personnel dont la définition peut faire débat. À l'heure du Covid-19 et de la numérisation à grande vitesse de nos méthodes de travail, encadrer le recours aux outils algorithmiques dans le milieu du travail me semble donc primordial pour protéger non seulement les travailleurs des plateformes, mais l'ensemble des travailleurs face à ces risques nouveaux. Alors, merci beaucoup, Joséphine, pour cette capacité à résumer une note de plus de 20 pages en quelques minutes. Et je vais tout de suite passer la parole à Maître Olivier Itéanu, qui a lu la note et qui dirige lui-même une entreprise enfin un cabinet, qui est devenu, à l'occasion de la crise du Covid, une plateforme, puisque une partie des membres de l'entreprise travaillent, enfin une partie, tous les membres du cabinet travaillent en équipe autour d'une plateforme, et donc il a une double compétence, au fond, à la fois une compétence d'observateur externe et une compétence de praticien. Oui, effectivement, je reviendrai sur ce que vient de dire le professeur Brousseau. Merci d'abord à la chaire Gouvernance et Régulation de Dauphine, au professeur Yves Brousseau, cher Eric, et puis merci aussi à Joséphine Hurstel pour m'avoir donné la possibilité de prendre connaissance de cette note. Je ne sais pas si elle a déjà été diffusée, mais c'est un travail de synthèse remarquable et qui est un vrai point d'appui pour réfléchir à ces questions, qui sont des questions en devenir, parce qu'effectivement, cette question du travail ou des plateformes de travail, c'est intéressant ce que vient de dire Eric là-dessus, est aussi à rapprocher de la notion de travail à distance, de télétravail. Finalement, où va se trouver la frontière entre cette notion de plateforme de travail et télétravail? C'est aussi une question sur laquelle je reviendrai par la suite. Cette note m'a beaucoup inspiré, mais je voudrais développer 5 points particuliers par rapport au travail de Joséphine Hurstel et de la chaire. Le premier, c'est que le constat quand même qu'on peut faire, c'est que le droit du travail a été quand même un peu le parent pauvre du droit du numérique depuis on va dire, les premières lois du domaine, depuis l'entrée d'Internet dans le grand public. Le droit du travail, peut-être pour différentes raisons. D'abord parce que le législateur et le pouvoir exécutif sont toujours assez terrorisés à l'idée de toucher au code du travail. Ils savent que ça, en tant que tel, ça peut créer des réactions. De manière générale, c'est vrai que le droit du travail implique beaucoup d'effets et donc évidemment c'est un droit auquel on touche peu. Et on peut remarquer que depuis les années 2000, depuis le début des années 2000, cette absence de régulation n'a pas pour autant été une absence de réponse. Et je pense en particulier à un outil qui s'appelle les chartes informatiques et les chartes Internet, ou les chartes d'usage comme on veut, ou les chartes en général, qui est un outil qui a été inventé, qui a été mis sur le marché par le terrain, en l'absence d'une réaction ou d'une régulation particulière venant d'en haut. Donc c'est un outil d'en bas qui s'est d'abord développé comme un outil pédagogique et didactique au début des années 2000, et puis ensuite
qui est devenu un outil juridique rattaché à une norme juridique existante, puisque l'ordre public social, c'est un certain nombre de normes bien établies, et pour les plus basses d'entre elles, pratiquement, c'est le contrat de travail et le règlement intérieur. C'est là que la charte informatique est devenue un outil juridique. Mais à l'origine, le corps social a réagi, les employeurs, les employés, pour amortir, il y a 20 ans, ce choc qui était l'arrivée d'Internet. Et je me rappelle d'un rapport de la CNIL de 2002 sur la cybersurveillance, qui est un deuxième point en dehors de la charte d'Internet, où la notion de charte était évoquée en l'absence de tout texte légaux. Et puis, deuxième remarque aussi sur ce droit du travail, le droit de la preuve qui va évoluer dans les années 2000 et qui a été beaucoup discuté. Les tribunaux sociaux, le Conseil des prud'hommes, les chambres sociales de cour d'appel, la chambre sociale de cour de cassation, en particulier plutôt les conseils des prud'hommes et les cours d'appel, chambres sociales, ont très rapidement eu à gérer les problématiques de preuve par la production de pièces qui étaient des copies de courrier électronique, des copies d'écran. Et finalement, tout ce monde-là s'est un peu débrouillé à gérer la chose, et finalement pas si mal que ça. Ça, c'est pour répondre à une des questions qui est posée par Joséphine, savoir est-ce qu'il faut absolument réguler ou est-ce qu'on laisse faire les choses. J'attire l'attention sur ce premier point et ses antécédents intéressants. La deuxième, c'est que dans la note de Joséphine, elle rappelle de manière tout à fait logique que la plateforme est définie par l'article L111.7 du Code de la consommation. Et elle pose la question, les plateformes sont-elles des employeurs? Et dans la petite vidéo que nous venons de voir, lorsqu'on pose la question à Joséphine sur la plateforme, elle dit ce sont des entités. Alors pourquoi pas? C'est une piste de régulation. Après tout, le droit n'est pas fait que pour des êtres de chair et de sang, et les principaux employeurs ne sont pas des êtres de chair et de sang, ce sont des personnes morales, c'est-à-dire des fictions juridiques qu'on a créées, à qui on donne des actifs, à qui on donne des droits, des obligations. La peine de mort existe même pour les personnes morales, puisque les tribunaux peuvent les dissoudre. Elle existe encore. Mais bon, trêve de plaisanterie, pourquoi pas? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que il ne faut pas chercher aussi sur cette notion de plateforme du côté peut-être du droit des sociétés, peut-être la création d'une entité juridique particulière qui poserait un certain nombre de questions. Et puis deuxième point important aussi, c'est que il me semble que peut-être que le code du travail lui-même, et au niveau symbolique ce serait fort, mais vous savez que le symbole c'est pas que de la forme, hein, c'est quelque chose de fond aussi. Peut-être que le code du travail, une des choses, un des coups de semonce qui pourrait être donné par le législateur, c'est d'intégrer cette notion de plateforme de travail dans le code du travail. Ce serait quand même assez exceptionnel. Troisième point, finalement, et quand on lit la note de Joséphine, c'est quand même assez criant, finalement, pour cette question de savoir si on est salarié, travailleur indépendant, tout tourne autour d'un concept juridique qui me semble pérenne et qui me semble assez clair, c'est celui de lien de subordination. C'est tout. Alors vous allez me dire, c'est tout, mais après, me semble-t-il, cette affaire de casuistique. Comme le rappelle Joséphine, la jurisprudence de la Cour de cassation, elle tourne autour de 3 critères qui sont la clientèle. Est-ce que c'est celle du travailleur ou est-ce que c'est celle de la plateforme? La liberté de prix, et puis la liberté de fixer les conditions de travail. Et ça, il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus. Et là, on touche aussi aux algorithmes, évidemment, au travers de cette question. Mais est-ce que l'on peut éventuellement, de manière en dur, si j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut déterminer un statut en dur en faisant abstraction de ces 3 critères, en particulier du dernier, la liberté de fixer les conditions de travail? Je pense que ce serait une erreur. Je suis assez d'accord avec le Conseil national du numérique sur cette question. Oui, il faut une approche, me semble-t-il, au cas par cas, même si ici ou là, on peut rentrer la définition de plateforme au contrat de travail. Et puis, deuxièmement, cette notion de présomption de salariat est intéressante pour moi parce qu'elle signifie que la charge de la preuve, elle va incomber pas forcément aux travailleurs isolés,
ou plutôt elle va incomber à l'employeur, ou plutôt au propriétaire de la plateforme ou à l'exploitant de la plateforme. Cette notion de présomption de salarié que vous trouverez dans la note de Joséphine, elle me semble intéressante. Je passe rapidement au 4e point. Un tiers statut, ça a été évoqué par Joséphine, puisqu'effectivement, il y a des États où cette notion de tiers statut, c'est-à-dire à côté de salarié, à côté de freelance ou de travailleur indépendant, on créerait un statut particulier. Ça me paraît être une mauvaise idée. On voit bien effectivement l'intention, elle est bonne, hein, mais les intentions, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais ce que je crains, et en tant que praticien, je suis particulièrement attaché, c'est la complexité. Et malheureusement, on est bien servi sur la complexité, mais la complexité donne des moyens de s'échapper d'une situation à ceux qui ont les moyens d'en débattre. Les plus puissants, les mieux armés, et la simplicité, c'est quand même la sécurité juridique. Et il me semble que entre ces deux statuts, on crée le danger pour les propriétaires de plateformes, pour les exploitants de plateformes, et il leur revient à eux, à ce moment-là, de sortir de ce danger, entre guillemets, s'ils veulent travailler avec des travailleurs indépendants, c'est-à-dire respecter des critères et combattre, ce que je disais tout à l'heure, la présomption de salariat. Enfin, deux derniers points. La création d'une autorité nationale des relations sociales, j'ai envie de dire stop. Plus d'autorité, plus de commission. Pourquoi l'État ne fait pas son travail, les relations sociales et les plateformes d'emploi, pardon, pourquoi l'État ne ferait pas ce travail de faire dialoguer entre eux, employeurs-employés, ou plutôt propriétaires de plateformes et travailleurs, et puis la CNIL. La CNIL a toujours eu une fibre quand même droit du travail. Un de ses vice-présidents est forcément issu du monde syndical et du monde de l'emploi. Et puis la CNIL n'est plus une commission réservée aux données à caractère personnel. Tout ça est terminé. Il nous faut une agence du numérique et la CNIL est bien placée pour ça. C'est-à-dire que la CNIL, elle traite de droits de la consommation, elle traite de droits des contrats au travers des contrats types qu'elle met à disposition. Elle traite de droits du travail aussi, puisque le RGPD en parle à l'article 28. Il nous faut une agence du numérique et elle peut très bien partir de ce qu'est la CNIL aujourd'hui, mais plus d'autorité nouvelle, soyons simples, c'est ça Enfin, dernier point, un petit point évoqué par Joséphine que je signale qui me semble être un problème. Joséphine cite la question du droit à la portabilité qui se trouvait dans la loi pour la République numérique, effectivement, qui avait introduit au Code de la consommation un article spécial, je le cite, « Le consommateur dispose en toutes circonstances d'un droit de récupération de l'ensemble de ses données ». Alors, le texte n'est pas très clair. L'article suivant évoquait le RGPD qui était à venir, puisque c'était en 2016 que cette loi a été votée, et le RGPD est entré en application en mai 2018, comme vous le savez. Mais cet article sur le droit à la portabilité dans le Code de la consommation a disparu. Alors là, c'est une énigme. C'est pas notre sujet, mais je l'évoque, et je suis pas tout à fait d'accord avec le point de dire que le RGPD a donné de meilleures garanties, car le RGPD, c'est que les données personnelles, c'est que pour les responsables de traitement, alors que l'article L224-42.1 du Code de la consommation qui prévoyait ce droit à récupération des données, c'était pour tous les consommateurs, pour toutes données. Si je suis utilisateur Gmail, je comptais bien faire application, j'ai pas eu le temps, de cet article du Code de la consommation. Si je suis uniquement, si j'ai un droit à la portabilité des données auprès simplement des responsables de traitement, c'est pas grand monde, car souvent, je confie mes données à des sous-traitants qui traitent de ces données pour mon compte et qui sont donc des sous-traitants. Et pourquoi le droit à la portabilité ne serait pas ouvert en tant que consommateur vis-à-vis de Internet. Donc je signale ce petit problème qui n'est pas notre sujet, mais je dirais qu'en conclusion, c'est un excellent travail. Il y a un risque qui est pris sur ces sujets quand on ose les traiter, et en l'occurrence, je crois que c'est un travail sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour peut-être être créatif et peut-être résoudre quand même ce qui est une tendance qui va, à mon avis, se renforcer, c'est-à-dire cette histoire de travail sur les plateformes et peut-être effectivement de ces entreprises. Eric évoquait en introduction, et je lui faisais part dans la préparation du fait que nous travaillons avec des avocats en interne, mais des avocats en externe, et que le constat qu'on fait aujourd'hui,
c'est que tout le monde travaille sur les mêmes outils, qu'ils soient en interne ou en externe. Et donc, effectivement, le chemin entre la plateforme et le travail en entreprise, qui est une entreprise, on va dire, numérique, je ne veux pas dire digitalisée, c'est un mot anglais, dématérialisée, finalement, il est pas si important ce passage. Et donc, je crois que c'est très important de traiter ce sujet. Et je remercie la chaire Gouvernance et Régulation d'avoir fait cet effort. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. J'ai un peu dépassé, je crois. Donc, merci. Merci beaucoup, Olivier, pour toutes ces réactions très riches sur la note de Joséphine, qui elle-même est très riche et qui est riche au point d'ailleurs de souligner combien les plateformes sont différentes, en fait, combien il y a des différents types de plateformes et combien il est difficile de mettre au point ou de proposer une solution univoque et uniforme à la très grande diversité de ces plateformes. Et là, derrière ça, au fond, il y a la question qui a été soulignée de la maîtrise en fait, de l'organisation du travail et derrière ça, de la maîtrise du processus de création de valeur. Et puis, il y a aussi une autre question importante qui est celle du partage de risques et de la manière dont les risques sont assumés par les parties, qui est un élément évidemment essentiel et structurant de la relation salariale ou de la relation de sous-traitance entre deux entrepreneurs, au fond. Joséphine, quelques mots. Bonsoir, merci à tous de votre présence ce soir. Merci beaucoup à la chaire de m'avoir donné cette opportunité avec la note et d'avoir organisé cette conférence ce soir. Merci beaucoup au professeur Brousseau de la modérer et à Maître Itéanou d'avoir commenté cette note. Quelques mots, effectivement, je vais revenir rapidement sur les 5 points de Maître Itéanou dans l'ordre pour y réagir. Sur le fait que le droit du travail était le parent pauvre du droit du numérique, je vous rejoins à 100%. Et on le constate globalement dans la pratique et encore plus sur le numérique que le droit a souvent un temps de retard sur la pratique et vient souvent accompagner, voire entériner des pratiques qui anticipent et qui apportent des réponses avant que ce soit formalisé par la législation. Mon point dans cette note, il est surtout de montrer que le droit du travail français est riche et protéiforme, que ce soit à la fois dans le Code du travail, dans la jurisprudence, et fait preuve d'une flexibilité qu'on sous-estime à mon sens. Le salariat est souvent assimilé en France à une rigidité et le Code du travail apporte quand même des éléments de flexibilité non négligeables. Et je pense qu'avant de se questionner sur de nouvelles dispositions, il serait déjà bon de faire une revue de l'existant et de faire le point des outils dont nous disposons et de leur applicabilité potentielle à ces nouveaux acteurs et à ces nouvelles situations. Après, je pense qu'il y a aussi des situations qui aujourd'hui ne trouvent pas de réponse. Et là, je pense notamment aux pratiques algorithmiques de ces plateformes. Vous l'avez dit, et là, j'anticipe sur un point suivant, le RGPD apporte des réponses qui sont aujourd'hui partielles. C'est ce que je dis rapidement dans la vidéo. Le RGPD est basé sur les données personnelles et leur définition fait débat aujourd'hui. Le RGPD est basé sur le consentement. Or, recueillir le consentement dans le cadre d'une relation de travail où il y a potentiellement un lien de subordination est questionnable et la jurisprudence le met en avant. Donc, peut-être qu'il faudrait réfléchir à enrichir là, pour le coup, et créer de nouveaux dispositifs dans le cadre de la relation de travail. Ensuite, et d'ailleurs, j'en profite pour répondre là sur votre point sur le RGPD. Effectivement, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup en parlant avec les travailleurs des plateformes. C'est une difficulté à exercer leurs droits, et notamment vous parlez de droit à la portabilité. Il y a des voix qui s'élèvent pour souligner qu'il est difficile de mobiliser, de faire usage de ce droit. D'ailleurs, il y a la Ligue des droits de l'homme qui a lancé une procédure à l'encontre d'Uber pour le droit à la portabilité, une procédure collective au nom de plusieurs travailleurs, puisqu'aujourd'hui, il y a une grande difficulté à activer ce droit.
Sur la définition des plateformes en tant qu'entreprise, c'est vrai que j'ai utilisé le terme d'entité, qui est une façon peut-être de contourner cette question qui aujourd'hui est compliquée. Après, il y a la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui existe dans son arrêt Uber, qui qualifie Uber de société de services mixte, qui me semble être une définition intéressante à retenir pour avoir cette binarité avec d'un côté l'aspect numérique mis en relation et de l'autre côté le fait qu'elles exercent dans des secteurs préexistants, par exemple pour Uber le transport, pour Deliveroo la livraison à domicile, et que ces secteurs ont des régulations propres, des accords collectifs, des accords de branche qu'il peut être intéressant d'étendre lorsque cela est pertinent. Effectivement, vous le disiez, les plateformes de travail ne font pas partie du code du travail et c'est peut-être une curiosité. C'est d'autant plus une curiosité que les travailleurs, pour le coup, font partie du code du travail. Donc, on voit une différence à ce niveau-là. On a intégré les travailleurs depuis la loi El Khomri dans le code du travail, mais pas encore les plateformes. On responsabilise davantage les travailleurs que les plateformes à cet égard. Et ça peut peut-être ouvrir la porte à une sorte de tiers statut qui ne dit pas son nom, comme je le dis dans la note, puisqu'aujourd'hui, on a étendu certains droits aux travailleurs des plateformes sans pour autant les considérer comme des salariés. Et là, j'en viens à votre point sur le tiers statut. Effectivement, ça présente un risque de complexification qui est non négligeable, d'insécurité juridique, vous l'avez dit, et c'est important de souligner que cette insécurité juridique est préjudiciable autant pour les travailleurs que pour les plateformes elles-mêmes, puisqu'on est aujourd'hui face à des entités qui, il faut le rappeler, ont des modèles économiques qui ne sont pour le moment pas viables, qui reposent énormément sur les levées de fonds, qui ne sont pas rentables, et donc cette dimension de sécurité juridique est très importante à apporter aujourd'hui. Et puis au-delà de la complexité de la sécurité juridique, pour moi le tiers statut présente un risque d'appel d'air vers le bas de notre salariat et de trappe à précarité pour tout un ensemble de travailleurs au-delà des plateformes. Sur le dernier point, sur l'autorité de régulation sociale des plateformes d'emploi, je comprends votre point. Moi, je vais évidemment avoir un autre regard puisque, alors là, je précise que je m'exprime en mon nom propre, évidemment, et pas celui de mon employeur ce soir, mais nous avions recommandé l'Observatoire social des plateformes et personnellement, j'entends cet aspect qu'il y a aujourd'hui une multiplication d'organes et c'est vrai que on a l'ARCOM qui va arriver, on a la CNIL, peut-être l'ARP prochainement. Donc pourquoi pas fusionner ces différentes entités en une seule agence du numérique, ça pourrait être effectivement intéressant, surtout que les problématiques se recoupent. Et voilà. Après, je pense qu'il y a aussi une difficulté d'expertise aujourd'hui. Et il y a un réel besoin de connaissance du terrain et c'est en cela que je pense que l'ARP à venir peut être intéressante puisque sa composition doit intégrer des experts et des gens du terrain. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important d'avoir cette connaissance fine de comment le secteur fonctionne pour apporter des réponses adéquates. En tout cas, je pense que cette instance peut avoir l'intérêt de répondre à un point qui aujourd'hui ressort clairement dans la relation plateforme-travailleur, qui est un manque de confiance entre ces deux acteurs et le besoin d'un arbitre neutre. Et je pense que cette agence peut être intéressante en ce sens. Voilà pour mes différentes réponses. Je vous laisse la parole peut-être pour conclure. Merci beaucoup. Olivier, est-ce que tu veux rajouter un mot sinon je... Non, il y a un point que j'ai beaucoup... Il y a une formule que j'ai beaucoup aimée dans le rapport. Et je suis je vois tellement de difficultés et de temps passé et de temps à attendre pour des personnes qui sont dans le besoin d'une réponse judiciaire à des problématiques qu'ils vivent, que cette notion de simplicité, de rapidité me paraît importante. Joséphine utilise le terme de difficulté dans l'activation des droits. Voilà. Oui, quand on est en attente de ces droits et qu'on ne les a pas, aujourd'hui, ça peut prendre plusieurs années. Et donc, on baisse les bras. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Cette notion de difficulté dans l'activation des droits, je crois qu'il faut y penser dans la manière de réguler les choses. Voilà. Oui, alors on touche là finalement un problème central de toutes ces régulations autour du numérique, qui est que non seulement on a des outils juridiques qui
parfois sont en décalage avec les pratiques, mais par ailleurs, ces pratiques sont en évolution permanente et les innovations que l'on observe vont un peu dans tous les sens. Et c'est ça aussi la raison pour laquelle il paraît aussi intéressant de développer des outils d'observation du terrain, de ce qu'il se passe, pour essayer à la fois d'informer les autorités de régulation existantes, les juges quand c'est le droit du travail, évidemment les parties prenantes, et puis le législateur, puisque le législateur, effectivement, il peut intervenir, mais encore faut-il que les choses soient un tout petit peu stabilisées, parce que s'il intervient trop tôt, c'est un problème, il empêche l'innovation, et s'il intervient trop tard, effectivement, il y a une génération sacrifiée qui n'a pas pu faire valoir ses droits. Donc, voilà, ces autorités, ces observatoires peuvent être utiles. Évidemment, ils n'ont pas une finalité de durer éternellement. Et puis ils doivent à un moment faire des recommandations et on doit trancher. Voilà, on espère en tous les cas que la note de Joséphine contribuera à l'illustration et à l'éclairage de ces débats. Merci encore Joséphine pour cette note. Merci beaucoup Olivier, Maître Olivier Iteanu, pour ces réactions tout à fait intéressantes à cette note. Je voudrais aussi, puisqu'on a beaucoup remercié ce soir, enfin notamment Joséphine a remercier aussi le professeur Alain Rallet, qu'on n'a pas mentionné jusqu'ici, puisque le travail de Joséphine avait été réalisé sous la direction du professeur Alain Rallet, qui est professeur émérite à l'université de Paris-Saclay et qui avait dirigé le mémoire de Joséphine l'année dernière. Voilà. Oui, tout à fait, je m'associe à ces remerciements chaleureux. Très bien, eh bien bonne soirée à tous, et puis pour ceux qui n'ont pas pu voir la vidéo ce soir en direct, elle sera en replay très prochainement sur nos réseaux, et donc à très bientôt.